Bonjour, nous sommes le jeudi 26 février. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. Tout de suite, le sommaire de notre émission spéciale Salon de l'agriculture 2015. À l'occasion de la 52e édition du Salon, nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs et exploitants yvelinois. Vous le verrez, c'est pour eux un rendez-vous économique et stratégique important. Ludovic Bizot et Rambolitain, il était dans les finalistes du concours du meilleur ouvrier de France fromager. Nous l'avons suivi dans les dernières étapes de ce concours d'excellence. Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes publics, est venu cette semaine à Bazainville visiter le site de production du groupe d'enseigne optique CRIS. L'occasion de faire le point pour lui sur les dispositifs du soutien aux entreprises. Enfin, dans notre entretien cette semaine, il est aussi consacré au Salon de l'agriculture. Nous parlerons du développement de l'agriculture biologique et de sa viabilité économique dans les Yvelines et en Île-de-France. Pour cela, nous avons rencontré Marc Chauvin. C'est un des représentants du groupement des agriculteurs biologiques. Il a accepté de répondre à nos questions dans un entretien que nous avons réalisé au Salon de l'agriculture. Mais avant cela, je vous propose de passer en revue l'actualité de la semaine. Et nous commençons cette émission avec les chiffres du chômage. Ils ont été dévoilés hier par Pôle emploi. Seule la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs n'ayant exercé aucune activité depuis leur inscription, a connu un léger recul, moins 0,3% dans les Yvelines et moins 0,4% pour l'Île-de-France. En janvier, dans le département, le chômage est en hausse de 0,2% sur toutes les catégories confondues. Le nombre de demandeurs d'emploi passe de 82 350 à 87 200. Ce sont les seniors qui sont les plus touchés par le chômage. Les jeunes de moins de 25 ans sont moins impactés. En un an, pour rappel, l'augmentation des chiffres du chômage est de 6% en Île-de-France. Au total, plus de 900 000 personnes sont en situation de demandeurs d'emploi. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, est venu visiter le site de production du groupe CRIS à Bazainville, dans les Yvelines, je vous le disais dans le sommaire. Ce site emploie plus de 400 personnes et il bénéficie du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, depuis l'année dernière. L'occasion pour le ministre de faire un point sur les dispositifs de soutien aux entreprises. Sur place, Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. 15h hier, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, fait son arrivée à Bazainville dans les Yvelines. Là où depuis les années 80, le groupe CRIS a installé son activité industrielle et logistique. Là aussi où depuis l'année dernière, un dispositif de soutien a été mis en place, le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Grâce à cela, le site a perçu environ 350 000 € en 2014 et devrait toucher 600 000 € cette année, de quoi pousser le groupe à investir. Le conseil d'administration de CRIS Group a décidé d'investir 12 millions d'euros pour le développement de son unité de fabrication de verres, pour faire des verres haut de gamme, augmenter le service aux opticiens et aussi pour développer l'activité logistique du site en passant de 7 millions d'articles transités par an à plus de 10 millions à horizon 2016. Développer l'activité, c'est aussi recruter des salariés. L'année dernière, une vingtaine d'emplois a déjà été créés et dans les 2 ans à venir, le groupe devrait encore embaucher une quarantaine de personnes. Le CICE semble alors fonctionner ici. Michel Sapin l'a découvert sur le terrain lors de la visite. Une visite suivie d'une table ronde sur les différents dispositifs de soutien aux entreprises. Plusieurs patrons ont pu échanger avec le ministre. J'ai surtout eu des préoccupations sur mais est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que ça va continuer ? Ma réponse est oui, inscrivez-vous dans la durée. C'est un dispositif qui est là pour faire en sorte que les charges des entreprises diminuent et diminuent dans la durée. Quand on n'investit pas pour 3 mois ou pour 1 an, on investit pour 10 ans. Le ministre l'a affirmé, les entreprises ont bénéficié de plus de 40 milliards d'euros de baisse de cotisations et d'impôts en l'espace de 4 ans. Et nous restons sur le thème du soutien aux entreprises. Chaque année, la Banque de France réalise une enquête sur les résultats des entreprises et les perspectives de l'année en cours. Ce bilan donne un aperçu de la santé des entreprises franciliennes. Voici ses conclusions. Mélanie Poquet et David Charpentier. C'est plutôt l'optimisme qui ressort de la synthèse sur la santé des entreprises françaises et notamment franciliennes. 777 entreprises industrielles et 1234 dans les services marchands ont été consultées par la Banque de France. Les entreprises en 2014 sur l'Île-de-France, on peut considérer qu'elles se sont plutôt bien comportées, notamment dans le secteur des services et au niveau de l'industrie. L'érosion des chiffres d'affaires qu'on avait constatée par le passé est aujourd'hui bloquée.
Quant à l'emploi, la croissance de l'emploi donc, a augmenté assez fortement dans les services. On s'est stabilisé globalement dans l'industrie. Dans l'industrie, après 2 années consécutives de baisse, avec moins 3,7% en 2012 et moins 0,6% en 2013, le chiffre d'affaires en Île-de-France s'est stabilisé avec 0,1% de hausse en 2014. Du côté des services marchands, l'augmentation est plus conséquente avec plus 1,8% pour l'année passée. De bons résultats qui s'expliquent notamment par la baisse des coûts des matières premières ou la baisse de l'euro. On a aussi donc les conditions de financement qui sont aujourd'hui très bonnes pour les entreprises en termes de taux, notamment en France, puisque la plupart des demandes des entreprises, que ce soit pour des crédits de trésorerie ou des crédits d'investissement, sont aujourd'hui satisfaites par le secteur bancaire. Je considère que l'accès au crédit des entreprises aujourd'hui, il est aisé, à de bonnes conditions. Maintenant, il est clair que le travail des banquiers, c'est aussi de sélectionner les risques. Et donc le banquier n'a pas vocation à prêter à des entreprises en difficulté, mais c'est normal puisqu'on lui demande donc lui aussi d'être capable d'avoir une activité rentable. Pour la Banque de France, les perspectives 2015 devraient voir ces améliorations s'accroître à nouveau. Une reprise de l'activité est attendue dans l'industrie. Du côté des services marchands, les prévisions devraient être orientées à la hausse. Hier soir, la présidence de Promopol a tenu sa réunion mensuelle, l'occasion de faire le point sur la situation actuelle de la pépinière d'entreprise. Selon le journal Toutes les Nouvelles, paru hier, la pépinière d'entreprise mettrait en cause l'ancien directeur et représentant de Sparte PME, une entreprise locataire de Promopol, qui a conduit également un audit demandé par l'ancien président. Pour l'heure, le président élu de l'opposition de Trappes, Othman Nasrou, se dit confiant sur l'avenir de Promopol. Je vous propose de l'écouter. Alors sur le plan financier, on a engagé toute une série de mesures d'urgence, d'économie assez drastiques pour effectivement que Promopol puisse continuer à fonctionner. Donc ça, c'est un effort de gestion qui a porté ses fruits. Et puis en parallèle, on a engagé toute une négociation avec les créanciers, les partenaires bancaires, la ville de Trappes qui est également un partenaire, afin qu'on puisse trouver une solution à moyen terme. Et aujourd'hui, ces discussions-là ne sont pas encore achevées, mais elles sont bien engagées. Et la survie de Promopol n'est pas en danger, en tout cas à court terme pour le moment. Et j'ai bon espoir qu'on puisse en sortir par le haut dans les tout prochains mois. La procédure de conciliation lancée au mois de novembre dernier devrait se terminer au plus tard le 12 avril prochain. Il est maintenant temps de passer à notre dossier spécial sur le Salon de l'Agriculture 2015. Cette semaine, à l'occasion de la 52e édition du Salon de l'Agriculture, nous vous proposons une émission spéciale. Nous sommes allés au Parc des Expositions de Versailles où nous avons rencontré les Yvelinois présents pour l'événement. Un des thèmes phares du salon, c'est l'agriculture biologique, avec 5,5% de ses exploitations agricoles et 1,1 million d'hectares cultivés en bio. Le secteur est en plein essor en France. Nous avons rencontré Marc Chauvin. Il est un des représentants du groupement des agriculteurs biologiques. Il a accepté de répondre à nos questions sur la viabilité économique et l'actualité de ce secteur. Regardez cet entretien réalisé au sein même du Salon de l'Agriculture 2015. Nous sommes ici au Salon de l'Agriculture sur le stand du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France avec Marc Chauvin qui est un de ses représentants. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, Monsieur Chauvin, j'ai envie de vous demander un petit état des lieux des agriculteurs yvelinois dans le domaine de l'agriculture biologique. Donc effectivement dans les Yvelines, on a à peu près 44 agriculteurs convertis en agriculture biologique. Ça représente à peu près 4,4% de l'ensemble des agriculteurs, ce qui est au-dessus de la moyenne de l'Île-de-France, puisqu'à l'Île-de-France, on est autour des 3,9%. Et en termes de SAU, qui est la surface agricole utile, on est aux environs d'un peu plus de 3%, ce qui est aussi effectivement au-dessus de la moyenne de l'Île-de-France, qui se situe à 1,6%. Alors comment on peut expliquer le fait que c'est un département qui n'est pas encore suffisamment développé en agriculture biologique? Est-ce que c'est une situation qui est un peu particulière ou c'est un petit peu commun à beaucoup de départements agricoles? Alors il y a beaucoup de facteurs. Il y a effectivement pour les personnes qui veulent passer sur l'agriculture biologique, il leur faut à la fois effectivement une certaine motivation, il faut qu'ils soient attirés. Et après effectivement ce changement-là, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, ça se réfléchit parce que derrière il y a des conséquences à la fois en termes techniques pour conduire une ferme en agriculture biologique et après il y a aussi tout un système d'aide
qu'il faut appréhender, qu'il faut bien comprendre. Et puis avec ça, il faut aussi s'assurer au niveau des débouchés, comment on va pouvoir effectivement vendre sa production tout simplement. Alors on a l'impression qu'en France, l'agriculture biologique prend un essor, se développe de plus en plus. Comment on peut expliquer que justement les agriculteurs aient du mal à s'y mettre? Est-ce que finalement c'est vraiment viable économiquement pour un agriculteur? Alors aujourd'hui, la plupart des exploitations bio sont largement viables, plus viables effectivement que le conventionnel. Globalement, c'est beaucoup plus stable parce qu'il y a moins de variations de prix. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'au sein du groupe d'agriculture biologique Île-de-France, on est en train de monter une coopérative de commercialisation qui va permettre effectivement aux agriculteurs bio actuels de se diversifier, d'avoir des débouchés supplémentaires. C'est une association aussi, ni plus ni moins. Et en même temps, ça devrait être un très très bon levier pour les personnes qui veulent se convertir justement. Et aujourd'hui, effectivement, dans les Yvelines, le vendredi prochain, on organise régulièrement des journées, des visites chez un agriculteur bio et sur lequel on invite les conventionnels pour répondre à leurs questions, pour leur expliquer effectivement quels sont les accompagnements, à la fois d'un point de vue administratif mais d'un point de vue technique, ce qui est très important, et aussi pour parler des débouchés, quoi. Et effectivement, vendredi prochain, il y a effectivement au Muro, il y a effectivement une opération comme celle-ci, quoi. Vous êtes également polyculteur. Est-ce que vous pouvez me dire concrètement quelles sont un petit peu les difficultés qu'on rencontre quand on veut se mettre à l'agriculture biologique? Est-ce que finalement ça coûte plus cher d'être un agriculteur bio? Alors, le coût de revient, oui, c'est plus cher. En termes au niveau administratif, il n'y a pas de grand changement, puisqu'en fait, on est soumis aux mêmes réglementations. On a quand même des aides supplémentaires, donc ce qui n'est pas négligeable. Des aides à la fois à la conversion et une fois qu'on est converti. Après, ce qui est très important, c'est d'avoir un suivi technique et de l'aide technique, parce qu'on est obligé de revoir l'ensemble de ces rotations, si je parle en culture, revoir certains outillages, parce qu'on va utiliser d'autres choses. Donc là, effectivement, il y a besoin vraiment d'un appui technique pour les agriculteurs. Alors Marc Chevreau, j'ai envie de vous demander, est-ce que il faut prévoir un budget? Est-ce qu'il y a un investissement important quand on veut se convertir à l'agriculture biologique? Peut-être une fourchette, un ordre d'idée? Si vous prenez par exemple quelqu'un qui a déjà un élevage de poulet de chair et qui a déjà l'infrastructure, l'investissement ne va pas être énorme. Par contre, effectivement, si vous êtes dans un plutôt grande culture et que vous avez besoin d'acheter par exemple du matériel de désherbage mécanique, là il faut prévoir un budget plus important. Ce qui est important en termes de conversion, c'est effectivement de prévoir une trésorerie, puisqu'en fait quand on commence une conversion, les produits ne sont pas automatiquement agréés issus de l'agriculture biologique, mais il y a un laps de temps, il y a globalement presque 3 ans de conversion, sur lequel les produits en C1 et en C2 ne sont pas commercialisés au prix du bio, même si le coût de production c'est identique à celui du bio. Voilà. Est-ce qu'il y a des filières où c'est plus facile de se convertir au bio que d'autres? Oui, en général, les gens qui font de l'élevage type volaille de chair, poule pondeuse, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, c'est simplement, je connais par exemple une ferme qui est aujourd'hui en poule pondeuse de plein air. En fait, ils ont déjà toute l'infrastructure. La seule chose qui va changer, ça va être la nourriture, et globalement, et puis le nombre de poules qu'ils vont mettre effectivement dans leur bâtiment et leur parc. Donc là, c'est très très simple. Dans les Yvelines, il y a plusieurs exploitations agriculteurs qui sont en reconversion. Vous les accompagnez? Comment vous les aidez justement dans ce processus de reconversion pour aller vers l'agriculture biologique? De mémoire, il y en a 5 qui sont... En fait, ils ont commencé déjà à se convertir et puis ils agrandissent, puisque la conversion se fait par étapes. Et puis il y a 3 nouvelles conversions. Et donc on les aide effectivement d'un point de vue, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue administratif, pour savoir à quelles aides ils ont droit, comment il faut organiser, avoir les tenants et les aboutissants. Et puis ensuite, on va les aider d'un point de vue technique, principalement sur comment faire des nouvelles rotations, quelle culture après l'autre, globalement de profiter des erreurs que les plus anciens on a fait, qu'ils ne fassent pas les mêmes tout simplement. Et puis ensuite aussi, il y a un aspect très important, c'est effectivement les moyens de commercialisation. Puisqu'en fait, on est en Île-de-France et il y a beaucoup les restaurations collectives, les restaurants, il y a beaucoup de demandes pour avoir du produit, non pas brut, mais effectivement qui soit déjà soit pré-cuit, soit des choses comme ça.
Juste une dernière question. Est-ce que c'est une démarche que l'on doit faire avec les consommateurs? Est-ce qu'on doit justement les accompagner ou aller vers eux pour aussi les sensibiliser à l'agriculture biologique? Il y a deux choses aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de consommateurs qui viennent vers nous. Quand on organise des visites à la ferme, il y a beaucoup, en général elles ont tous du succès. Il y a tous des mouvements tels que les AMAP et tout ça sur lesquels effectivement il y a vraiment un partenariat entre le producteur et le consommateur. Et puis effectivement aussi à nous de faire connaître l'agriculture biologique et aller effectivement sur les événements comme le salon. Il y a une démarche aujourd'hui des deux côtés, des consommateurs qui viennent vers nous et des agriculteurs qui vont vers les consommateurs. Très bien. Bien, merci Marc Chevin d'avoir répondu à nos questions. De rien. On continue notre émission spéciale sur le salon de l'agriculture avec le chiffre de la semaine. 1050, c'est le nombre d'exposants présents au Salon de l'Agriculture cette année. Jusqu'à dimanche, cette 52e édition mobilise également 300 vigiles selon les organisateurs. C'est 20% de plus par rapport à l'année dernière, une mesure mise en place en raison du plan Vigipirate Alerte Attentat. Et les exposants, les agriculteurs présents au Salon de l'Agriculture viennent de toute la France, vous le savez. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la première région agricole du pays, c'est l'Île-de-France. Le territoire des Yvelines représente, lui, 89 000 hectares de terres agricoles et compte près de 1000 exploitations. Nous avons rencontré les représentants yvelinois présents sur le salon. Chacun mise sur cet événement, comme vous allez le voir. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Xavier Gellin pour le montage. Pour cette 52e édition, ils sont plus de 1000 exposants à occuper un stand sur le salon. Parmi eux, à peine une dizaine d'Yvelinois. C'est pourtant un rendez-vous stratégique pour les agriculteurs et exploitants du département. La ferme du Logis, située près de Thoiry, est venue montrer ses spécialités à base de fruits. C'est la première fois qu'elle participe au Salon de l'Agriculture. Les sorbets ont un succès fou, ouais. Un bon petit cornet pendant les allées, c'est vraiment top. Notre principal motif d'être ici, c'est vraiment de faire venir nos gens dans les exploitations pour qu'ils viennent nous rencontrer. Et on se fait connaître, bon, c'est vraiment super, on vend nos produits, on vend les produits dérivés de la cueillette, mais ce qu'on voudrait vraiment, c'est donner l'adresse de notre ferme aux gens. L'occasion de se faire connaître pour les nouveaux et de décrocher des médailles pour les habitués. Chaque année, la ferme de Grignon prend un stand au salon. Cette fois, elle n'est plus dans le prestigieux pavillon 1. 15 000 € pour la semaine, une dépense importante. Elle a plutôt préféré un emplacement à 700 €. Clairement, c'est pas rentable économiquement, puisque même avec la vente des produits, on ne couvre pas le prix du stand. Mais voilà, en termes de communication, c'est quand même assez important et c'est un outil qui nous permet d'être visible sur un salon aussi important que celui de l'agriculture. Malgré ces dépenses, le salon représente une vitrine importante pour les producteurs et agriculteurs. Ce rendez-vous permet aussi d'agrandir, de valoriser sa clientèle. Plus que les particuliers, ce sont les professionnels qui sont visés. Benoît Dupré est responsable de la ferme de Viltin. Toute la journée, il fait des allers-retours entre son stand et ses rendez-vous professionnels. C'est l'occasion au salon de rencontrer nos clients. Et là, on attend une collectivité qui s'appelle R2C Casino. C'est une restauration scolaire, restauration d'entreprise. Donc on a déjà 3 restaurants d'entreprises qui sont gérés par R2C Casino. Par exemple, à Joué en Josas, à Thalès à Vélizy, le synchrotron de Saclay. Donc ils viennent aujourd'hui pour nous rencontrer sur le salon. Alors voyez, quand on les reçoit, je ne garde pas mon tablier, je vais prendre ma veste. D'abord parce qu'il fait froid dehors pour les accueillir. On fait une très belle visite du salon où je leur présente les animaux et puis on finit sur nos stands avec un petit jus de pomme de la ferme. Une opération séduction qui revient en moyenne à 5 000 € pour 5 jours. Mais l'événement reste un bon investissement. L'année dernière, plus de 700 000 visiteurs se sont pressés dans les pavillons du salon. Mardi, le Salon de l'Agriculture a accueilli les épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France classe fromager, un titre très convoité. 10 candidats y participaient, parmi eux Ludovic Bizot, un fromager rambolitain. Nous l'avons suivi dans les phases finales. Vous allez découvrir ce concours exceptionnel qui récompense l'excellence. Un reportage réalisé avec William L. Romain Rusfini pour le montage.
Pas une minute à perdre pour Ludovic Bizot. Le regard soucieux, le fromager est concentré. Il est 7h du matin au Salon de l'Agriculture. Les épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France classe fromager commencent. Ludovic s'est préparé 18 mois pour ce grand jour. Il a réussi plusieurs étapes pour arriver jusqu'à l'épreuve du chef-d'œuvre. 3h15 pour réaliser un plateau remarquable avec plus de 50 fromages sous les yeux attentifs des jurés. Thème de cette année, retour vers le futur. Ce thème que certains vont peut-être aborder côté cinématographique avec la trilogie, mais nous on n'a pas vu ça, on a vu simplement retour vers le futur, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc il y a de la tradition chez nous, ça fait plus de 6000 ans qu'on fabrique du fromage en France, et puis il y a le quotidien du crémier qui essaye d'innover en permanence, et ça c'est le futur. Au fil de l'épreuve, les plateaux se révèlent plus spectaculaires. Le seigneur de la compétition a eu comme les autres candidats plusieurs mois pour réfléchir au thème. Pour le décor, il a pu compter sur l'aide du musée Ramboli-Train de Rambouillet. Je voulais faire un petit train électrique et je voulais faire passer un train dans un tunnel creusé dans un fromage. C'était la base du concept qui avait un sens parce que c'est le train au 19e siècle qui a permis au fromage d'arriver dans les villes. Avant, dans les villes, on consommait que les fromages de sa région. L'horloge tourne. En plus du décor, il faut disposer les fromages soigneusement coupés. À 1 heure de la fin de l'épreuve, Ludovic se blesse et la pression monte. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est vraiment les gestes et le travail qu'on fait un peu tous les jours, chacun dans nos boutiques, dans nos caves, dans la sélection des produits. Donc il n'y a rien qui change vraiment, sauf qu'on a le stress parce que vous êtes là, il y a le public. Dans le public, sa famille et ses proches sont là. Ludovic ne doit pas leur parler. Il reste concentré et déjà l'épreuve s'achève. 5, 4, 3, 2, 1, et je pense qu'on peut applaudir. Dernière épreuve, la technique de coupe. Maîtrise, créativité, les finalistes sont aussi jugés sur la précision de leurs gestes. Plusieurs candidats peuvent être consacrés meilleur ouvrier de France, mais il arrive parfois que personne ne gagne le titre. Ça reste un concours, donc il peut y avoir de très bons professionnels sans le col bleu, blanc, rouge. Midi, le concours se termine. Ludovic rejoint son fan club. Le fromager est épuisé, mais soulagé. Pour moi, c'était l'épreuve la plus difficile. C'est l'épreuve qui compte le plus dans la note globale. C'est l'épreuve la plus dure. Certains de mes confrères redoutaient l'oral, parce qu'hier, on a eu un oral devant un grand jury. Moi, j'avais moins peur de l'oral parce que j'ai confiance dans ma capacité à m'exprimer. Mais ici, je savais que j'étais un peu trop ambitieux en termes de temps. Le jury composé de meilleurs ouvriers de France va maintenant examiner les chefs-d'œuvre. La délibération va durer plus de 4 heures. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats annoncés dans la soirée. Le lendemain, nous retrouvons Ludovic. Il est de retour dans sa fromagerie à Rambouillet. Bonjour, bienvenue. Le fromager porte fièrement son col bleu, blanc, rouge. Le jury lui a décerné le titre de meilleur ouvrier de France. Ils ne sont que 2 à avoir été consacrés cette année. Je savais aussi que si mon nom ne sortait pas en premier, étant par ordre alphabétique, c'était foutu. Et mon nom est sorti, Ludovic Bizot, Rambouillet. Voilà. Donc après, émotion, fierté, voilà. Ludo. Ouais. 20h33 sur Internet. Regardez. Des amis et clients, je vous embrasse. Super. Hier, ils ont suivi la compétition sur Internet. Aujourd'hui, ses clients viennent pour le féliciter. Quelque part, je suis un peu fier pour lui, quoi. Tout le travail qu'il a dû faire. Franchement, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Je suis vraiment fier pour lui. Pour le concours, Ludovic s'est imposé un rythme de vie strict, couché à 10h, levé à 4h du matin pendant 1 an pour s'entraîner. Un investissement également financier, 15 000 € sont à prévoir pour pallier les frais du concours. Tout cela est maintenant derrière lui. Ludovic commence à prendre conscience de sa nouvelle vie. Ce qui va changer, déjà, je pense qu'il y aura un petit appel d'air au niveau de la demande. Ça va attirer plus de clients, donc essayer d'y faire face. Ceci dit, moi, j'ai pas de grosses ambitions de développement. Je rêve pas d'ouvrir un réseau de points de vente. Il y a 6 ans, Ludovic travaillait en costume derrière un bureau. Aujourd'hui, le nouveau meilleur ouvrier de France est l'ambassadeur de sa profession, et cela pour la vie. C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Je vous souhaite une très bonne soirée.